Bonjour. On va bientôt démarrer. Allez, encore une mini-minute et on y va. Je vous propose que nous démarrions ce e-symposium. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à la suite des journées Europharmat qui se sont déroulées il y a une quinzaine de jours et où on a eu l'occasion déjà de rencontrer de certains d'entre vous. Et donc c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec vous sur le sujet des données produits, des échanges de données produits dans la chaîne d'approvisionnement des dispositifs médicaux. Et je tiens à remercier en tout premier lieu au nom de GS1 France, Europharmat, de nous avoir proposé d'avoir cette tribune aujourd'hui pour pouvoir vous présenter ce que nous pouvons apporter à l'aide de nos standards à l'écosystème du monde de la santé. Je vais me présenter, je suis Laurence Azoulay, je suis chef de marché santé et cosmétique chez GS1 France. C'est-à-dire que je suis tout l'écosystème pour la santé et pour les cosmétiques, depuis le fabricant jusqu'aux utilisateurs dans le cadre des établissements de santé, par exemple, y compris centrales d'achat, distribution et autorités, fédérations, associations professionnelles, pour partager sur les standards qui sont développés par tous les acteurs de ces domaines d'activité et également pour créer de nouveaux standards. Si vous avez suivi hier le e-symposium de FAST, Étienne Dubourdieu a évoqué le master UDI-DI et donc je participe aux travaux internationaux avec la Commission européenne pour préparer ce nouveau standard pour un regroupement concernant des produits hautement sérialisés, à savoir les lentilles de contact dans un premier temps. Alors, le programme va être en effet chargé pendant 7 heures. Je vais vous faire une présentation rapide de GS1 pour que vous puissiez comprendre un petit peu notre organisation atypique. Puis nous pourrons parler des standards GS1 pour tout ce qui va être dispositifs médicaux, parce que ça va être le fondement d'échanges de données de qualité efficient. Donc, il est important d'avoir posé des bases solides. On va évoquer bien sûr la donnée à échanger, des outils et l'aide que GS1 peut vous apporter pour dérouler vos projets. Donc, j'attaque de suite la présentation de GS1 France. Alors, en fait, certains d'entre vous ne nous connaissent pas et pourtant, nous sommes présents partout dans votre vie de tous les jours parce qu'il y a des milliards de bits tous les jours avec des codes barres scannés avec un format GS1 France. Donc, on propose un système standardisé, harmonisé pour identifier les produits à la caisse du supermarché, sur ce qui est prévu également avec l'UDI et dans votre vie de tous les jours. Donc, nous avons une résidence qui est identifiée pour échanger aujourd'hui et demain. Donc, en fait, le but, ça va être d'avoir une identification qui soit unique, avec des règles claires, décidées par les acteurs pour qu'ils puissent mieux travailler ensemble. Ce qui va permettre derrière de pouvoir rendre les échanges plus efficaces et de pouvoir les automatiser. Et c'est là que ça va prendre vraiment tout son sens. Et c'est l'objet de notre discussion, notre présentation d'aujourd'hui. J'espère qu'il y aura une discussion avec des questions à la fin. Donc, on va échanger des produits, tout ce qui va être pièces et composants. Les unités logistiques, nous sommes très présents sur ces sujets-là pour pouvoir faciliter des échanges de produits en volume et également ce qui va concerner l'identification des entreprises, des entités, des lieux, des personnes. On peut identifier vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et l'identification va permettre d'échanger des produits physiquement,
Et ça va permettre également d'échanger des informations digitalisées, dématérialisées, donc des transactions, des événements qui vont se produire, tout ça dans un cadre fort en supply chain et logistique, parce que c'est là qu'il y a un vrai souci d'ergonomie et d'optimisation qui est rendu possible. Et puis un point qui est extrêmement important, ça va être tout ce qui concerne le suivi de cycle de vie. Donc Eurofarman a des travaux autour de tout ce qui est RSE, éco-responsabilité, circularité, et en effet, GS1 s'inscrit dans cette même démarche avec tous les acteurs pour pouvoir mieux suivre un produit qui peut avoir dorénavant plusieurs vies. Nous avons trois fondements, trois piliers qui vont structurer toute notre manière de fonctionner avec nos standards. Il faut d'abord avoir identifié, donc GS1 va fournir des identifiants qui vont permettre d'identifier tout ce que vous avez à identifier. Il va falloir proposer un système de capture des informations d'identification, donc avec différents supports, on va revenir un petit peu dessus également. Et enfin, le point qui nous intéresse tous aujourd'hui, ça va être le partage. Donc il y a un prérequis d'identification, de capture avec de l'automatisation pour pouvoir partager de manière plus efficiente des informations. GS1, pour vous donner une petite image un peu plus globale, est composé de 116 organisations locales, c'est-à-dire que GS1 France est une entité française, neutre, à but non lucratif, qui va s'adresser avant tout à tous les acteurs de différentes filières en France, quel que soit le domaine d'activité. Mais nous avons également un relais très fort avec toutes les autres organisations GS1 au niveau mondial, parce qu'un standard que l'on va développer, il ne faut pas qu'il soit purement franco-français. Le but, ça va être de pouvoir partager sur des bonnes pratiques, sur des outils, sur de l'harmonisation. Et donc, nous avons des échanges permanents avec l'international. GS1 est en Belgique et également aux États-Unis. Et du coup, ça permet de créer des standards qui vont pouvoir répondre aux besoins des différents marchés. Donc, on a une présence locale, on a une présence internationale et notre fondement, c'est vraiment la collaboration et l'inclusion. C'est-à-dire que c'est vous, les acteurs, qui avez besoin de standardiser vos pratiques dans votre écosystème. Et donc, GS1 va être là pour jouer un rôle d'ambassadeur, de facilitateur pour que vous preniez des décisions ensemble, mais les décisions viennent bien des acteurs et non de GS1. Et puis, c'est inclusif parce que tout le monde est bienvenu chez GS1 pour pouvoir participer à tous nos travaux. On a également une entité spécifique dédiée au domaine de la santé, GS1 Healthcare, pour travailler à la sécurisation du patient et rendre la chaîne d'approvisionnement beaucoup plus efficace. Donc, il y a des travaux avec un nombre extrêmement conséquent d'acteurs, qu'il s'agisse d'entreprises, d'organisations internationales, d'établissements de santé, d'autorités. Vous voyez qu'il y a le NHS britannique qui est juste là, des universités, des offreurs de solutions. Donc, on a un écosystème extrêmement large des fédérations qui vont pouvoir travailler ensemble à optimiser la qualité des échanges. Voilà, j'ai essayé d'être super rapide sur cette partie-là parce qu'on va rentrer dans le cœur de notre sujet en abordant les standards. Et donc, ça me semblait important de vous présenter assez rapidement la manière dont on peut adresser tout un tas de sujets dans le monde de la santé à l'aide des standards GS1. Donc là, vous voyez sur ce petit schéma, en fait, on voit que dans toute la vie, dans tout le cycle de vie des événements qui peuvent se passer dans un établissement de santé, on va retrouver des standards GS1 pour identifier des personnes, du personnel ou des patients. Pas trop en France, on le voit beaucoup plus à l'étranger. Identifier des lieux, identifier des produits, qu'il s'agisse de dispositifs médicaux, de médicaments, le linge auquel on va pouvoir adjoindre une puce RFID pour pouvoir le tracer plus facilement et s'éviter des manipulations inutiles. Et jusqu'au plateau repas, par exemple, et bien sûr, tout ce qui va être palette, colis, qui va arriver en logistique pour être intégré dans tout le process. Donc, en fait, il va y avoir des solutions pour chaque événement qui peut se passer dans un établissement de santé. Donc là, je voulais représenter d'une autre manière et on retrouve donc nos piliers d'identification, de capture et de partage. Et à chaque événement,
on va pouvoir retrouver des standards GS1. Alors, avec des noms barbares, hein, je vous l'accorde, on a des acronymes qui ne sont pas forcément toujours très simples à retrouver, à comprendre, mais on va rentrer dans certains d'entre eux, je vous rassure, on ne va pas tous les parcourir. Et puis, on verra aussi quels sont les standards de capture qui sont retenus pour nos dispositifs médicaux. Et puis, bien sûr, on arrivera sur les sujets de partage. Alors, si on concentre un petit peu plus sur nos dispositifs médicaux, GS1 a été accrédité pour l'UDI par tout un tas d'autorités dans le monde, l'Europe bien sûr, mais déjà depuis 2013 les États-Unis, et on voit que cette harmonisation concernant l'utilisation de l'UDI est en train de se développer dans énormément de régions du monde, et l'intérêt du standard va être de pouvoir proposer un modèle unique pour pouvoir répondre à différentes problématiques de territoire. Donc, GS1 est à même de pouvoir répondre avec d'autres organisations, bien sûr. Mais GS1 représente une part assez conséquente du nombre de produits qui est au standard GS1. Et donc, on a tout synthétisé dans une offre à proposer à nos adhérents avec un système donc d'identification unique. Donc, on va commencer avec notre premier pilier d'identification pour les dispositifs médicaux et bien sûr les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Cette identification sera reconnue au niveau international et derrière, on va pouvoir donc capturer de l'information grâce à des symboles qui seront normalisés et on va pouvoir relier cela à une fiche produit avec des attributs qui vont permettre de synthétiser toutes les informations qui sont potentiellement échangeables entre les différents acteurs. Donc, on retrouve nos piliers, identifier, capturer, partager, que vous parliez d'un produit de santé, que vous parliez d'un jouet ou d'alimentation, on va retrouver systématiquement des fonctionnements assez proches, avec bien évidemment cette notion de réglementation qui entre en ligne de compte, on est bien d'accord. Alors, le premier standard que je voulais vous présenter, et là, il va être important justement pour ce partage de données, ça va être le GLN, donc le Global Location Number, qui reste un terme anglo-saxon, mais qui permet d'être un identifiant de lieu. Donc, ça va permettre d'identifier de manière unique tout type de lieu qu'un adhérent GS1 a besoin d'identifier. Donc là, je vous l'ai illustré. Par exemple, vous allez avoir un siège social qui va être identifié avec un code. Derrière, il va y avoir un séquençage avec un incrémental et en orange, une clé de contrôle qui va permettre de revérifier l'intégralité du code qui devra être reconnu et entré dans les systèmes d'information. Vous pouvez identifier un service de comptabilité ou un entrepôt. Au niveau d'un établissement de santé, nous avons certains établissements de santé en France qui ont choisi d'identifier chaque unité fonctionnelle de l'hôpital pour pouvoir faire une connexion systématique entre une information, une logistique et un lieu donné où vont être livrés, par exemple, certains produits de santé. Donc voilà, ça c'est, je passe dessus assez rapidement, mais le GLN, c'est vraiment une information de base et quand vous êtes adhérent chez GS1, la première chose que vous pouvez récupérer en adhérant chez GS1, ça va être l'identifiant de lieu de votre organisation. Et derrière, vous avez la possibilité de créer autant d'identifiants que votre adhésion le permet, que ce soit pour un code ou pour 1 million de codes, et ce sera le même tarif. Le tarif sera fonction du chiffre d'affaires ou de la catégorie. Si vous êtes un établissement public, par exemple, il y aura des conditions spécifiques. Nous allons ensuite rentrer dans l'identification des dispositifs. Alors, j'essaie d'aller un petit peu vite parce que je veux aussi pouvoir laisser le temps à des questions et je vous ai préparé pas mal d'informations dans cette présentation et donc j'espère que le rythme n'est pas trop soutenu. Donc, pour l'identification des dispositifs, donc là, je vous affiche une diapositive qui fait le parallèle entre ce que contient la réglementation avec l'UDI, donc nos réglementations sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc, la réglementation prévoit l'utilisation d'un UDI pour identifier de manière unique les dispositifs pour pouvoir les tracer pendant tout leur cycle de vie.
Et en face, je vous ai indiqué les standards correspondants pour GS1. Donc, on va rentrer dans chacune dans les premières étapes. Je passe sur le basique UDI, DI, qui lui est un identifiant de regroupement pour un groupe de produits qui vont avoir une même conception, fabrication, destination, classe de risque. Donc ça, c'est un code de regroupement. Et en langage GS1, on l'appelle le Global Model Number, et c'est un identifiant uniquement réglementaire qui ne figurera jamais sur les produits, donc qui va être en bac euh, dans tous les systèmes. Et on va regarder du coup la partie UDI pure qui est composée de deux parties, la partie DI pour l'identifiant du dispositif et la partie PI pour l'identifiant de production. Alors, je dis UDI version francisée. Si je le disais correctement, je dirais IUD pour faire plaisir à Dominique Thivot en particulier. Et donc, l'IUD, UDI, permettez-moi en effet d'utiliser ce franglicisme un petit peu tordu. Donc, si on parle d'IUDID ou d'UDIDI, donc nous allons pouvoir identifier les différents niveaux commercialisés pour un dispositif médical. En gros, ça va être ce qui figure dans un catalogue, dans un tarif de vente d'un fabricant ou d'un distributeur. Donc, le fabricant se charge d'identifier ces unités, y compris l'unité d'utilisation, mais jamais l'unité de transport, l'unité logistique. Donc, c'est donc à chaque fabricant de pouvoir définir en effet ces niveaux. Et donc, à chaque niveau va correspondre un UDI-DI. Tout ça regroupé sous le basique UDI-DI. Si on considère, donc ça c'était une partie, je vais aller passer un petit peu vite, c'est une partie statique. Donc pour un produit donné, on va avoir un UDI. Il y a eu des discussions hier pour ceux qui ont suivi le symposium de FAST, en effet, sur le fait que on peut avoir différents codes UDI, différentes références commerciales, la référence FAST par exemple. Donc là-dessus, en effet, un des sujets qui est abordé très régulièrement, en particulier dans les jeudis de l'IUD, pour pouvoir optimiser en effet la gestion des codes et leur corrélation avec une référence commerciale. Et on se retrouve parfois avec différents UDI pour une même ref commerciale ou l'inverse. Et là-dessus, il y a des travaux qui sont menés également avec Euroformat pour essayer de, en effet, rendre tout cela plus vertueux. Concernant la partie identifiant de production, ça va être une partie dynamique. Donc, on va retrouver des identifiants qui vont permettre de suivre la traçabilité d'un dispositif. Et là, c'est au fabricant de définir quels sont les indicateurs qui vont être nécessaires pour pouvoir assurer la traçabilité du dispositif conformément à la réglementation et toujours avec cette idée de sécurité patient, sécurité du professionnel de santé. Ce qu'on retrouve donc le plus souvent, ça va être péremption, fabrication, numéro de lot qui est également utilisé pour les versions de logiciels et numéro de série. Donc, certains fabricants viennent nous demander, je dois mettre quoi dans mes identifiants de traçabilité dans mon code? C'est vraiment au fabricant de définir conformément aux pratiques et aux dispositifs concernés, les identifiants de traçabilité qui vont être utilisés. Et puis, la réglementation prévoit tout un tas de règles pour pouvoir gérer telle info ou telle info en fonction de différents cas de figure. Par exemple, certains produits sont trop petits, certains produits ont un souci pour pouvoir marquer les produits parce qu'on risque de nuire aux performances. Et là, il y a des règles qui sont prévues dans la réglementation. Et donc, quand on additionne UDI, DI et UDIPI, UDID et UDIP, on obtient donc notre UDI. Alors, quand on obtient cet UDI, il va falloir l'enregistrer dans un symbole, l'encoder dans un symbole. Et là, il y a déjà deux standards qui peuvent être retenus si vous êtes adhérent GS1. Il y a également HIBC au niveau de l'Europe, plus ICCBA pour les produits à base de tissus humains, et également IFA qui est un organisme allemand. Alors, si on regarde la structure des marquages au niveau avec un standard GS1, on retrouve principalement le GS528, donc en barre,
comme ça, avec les informations qui vont être encodées en fonction de ce qui a été choisi par le fabricant. Et l'alternative va être le GS1 Data Matrix. Donc, c'est le même petit code que vous voyez sur les boîtes de médicaments, beaucoup plus condensé, qui permet d'encoder beaucoup plus d'infos. Et on voit une vraie tendance sur le marché au niveau international pour passer du GS1 128 qui lui a une dimension au GS1 Data Matrix qui lui est à deux dimensions. Donc il prend moins de place, il est plus pratique. Très clairement, on voit vraiment un déplacement du marquage du GS1 128 au GS1 Data Matrix. Il est possible d'y adjoindre un tag RFID. Donc la RFID, ça va être la radiofréquence pour pouvoir retrouver un produit avec un scan spécifique et récupérer l'information qui va circuler sur un dispositif. Mais il est obligatoire, si vous mettez de la RFID sur un dispositif, d'avoir déjà prévu l'un ou l'autre des marquages. La RFID se développe de plus en plus pour identifier, par exemple, des implants, pour gérer les stocks d'implants qui sont en dépôt. Si vous êtes en point de vente consommateur, c'est-à-dire à l'officine ou présent en supermarché, comme des pansements par exemple, qui sont des dispositifs médicaux, mais disponibles directement en point de vente consommateur, là, il est possible d'utiliser donc le N13. Le N13, c'est quoi? C'est le code que vous retrouvez sur tous les produits que vous avez au supermarché pour passer à la caisse. Donc, c'est possible d'avoir ce symbole-là pour les produits en point de vente consommateur, mais attention, tout le marquage, étiquetage des produits est réglementé et il y a tout un tas d'informations qui doivent bien évidemment figurer sur l'étiquette du dispositif. Et on peut même avoir à la fois un EN13 et un GS1 Data Matrix ou un GS1 128, parce qu'un produit peut être à la fois présent en officine et présent en établissement de santé. Donc, il vous arrive de pouvoir retrouver deux symboles sur un même produit. Mais attention, il est très très important et on veille dès qu'on en détecte à ce que l'information qui soit encodée dans la partie dispositif soit la même que dans le 01 qui est la partie IUD-ID. Une dernière chose à signaler, dès que vous encodez en effet un UDI, il faut que la partie UDI-IDI, donc la partie identifiant de dispositif, soit sur 14 caractères. Donc en règle générale, on va mettre un 0 non significatif devant pour être au bon format. Et pour les fabricants qui encodent, qui enregistrent leur dispositif dans Eudamed, le format du code attendu par Eudamed est bien sur 14 caractères, alors que vous voyez que le AN13, lui, n'en contient que 13. Donc ça, c'était un petit point pratique. Autre point pratique, nous avons eu la chance lors des journées Euroformat de discuter avec de nombreux fabricants présents. Et en effet, il est important de s'assurer qu'il y ait bien un respect des règles pour attribuer les gétines, parce qu'il est important de pouvoir suivre des règles pour permettre une harmonisation et une efficience au niveau international, conforme aux exigences réglementaires également. GS1 a été accrédité par l'Union européenne, par la Commission européenne, et les adhérents d'un GS1 s'engagent à suivre les règles qui sont édictées par GS1, sachant que GS1 s'assure que les règles GS1 puissent être compatibles avec les exigences réglementaires, bien sûr. L'exigence réglementaire, elle est au top, hein, elle est vraiment au-dessus des règles GS1. Mais c'est important aussi de respecter les règles GS1. Et également pour l'encodage des données, il y a encore de nombreux soucis que l'on peut rencontrer sur l'encodage des données sur les emballages. Il est important que les informations qui sont contenues dans le code, dans la séquence, dans le symbole et en clair en dessous, soient cohérentes. Et là-dessus, il se peut encore aujourd'hui qu'il y ait des soucis et qu'il y ait des soucis d'encodage en respectant cette grammaire qui va permettre à tous les scans que vous utilisez de décoder correctement. Hier encore, lors du symposium FAST, on a entendu certains qui posaient des questions par rapport aux soucis rencontrés. On ne sait pas si c'est de l'encodage, du scan qui pose problème, le logiciel associé. Donc, il est important que toute la chaîne
soit vertueuse depuis l'identification avec les informations qui vont être encodées, que l'encodage soit correct pour que derrière on puisse scanner. Et là, il faut aussi avoir des scans qui soient bien programmés pour pouvoir décoder correctement les informations qui vont être poussées ensuite dans le logiciel qui sera utilisé. Et je vois qu'il y a une question concernant le support présentation. Oui, bien sûr, nous mettrons avec grand plaisir le support à disposition d'Euroformat pour qu'il puisse vous le partager. Le rythme est soutenu, j'espère que vous arrivez toujours à suivre. Et donc, j'enchaîne avec un petit point juste calendrier sur l'UDI dans l'Union européenne. En fait, alors ce calendrier, on entend beaucoup de choses qui changent au niveau des calendriers, des délais et autres. Alors, concernant le calendrier UDI, lui ne change pas à partir du moment où un dispositif est sous règlement. Il doit respecter le calendrier qui a été dicté pour attribuer un UDI. Donc, dès qu'un dispositif est sous règlement, il est nécessaire qu'il ait bien un UDI qui aura un petit peu de délai ou pas en fonction de la classe de risque. Plus la classe de risque est importante, plus la position sur l'emballage va être tôt. Et on a donc un calendrier qui s'échelonne dans le temps en fonction des classes de risque. Et ensuite, il y a un délai supplémentaire pour le marquage direct des dispositifs médicaux réutilisables. Donc, c'est un calendrier à géométrie variable, je dirais, entre le fait d'attribuer un code, de marquer un emballage et de marquer un dispositif directement. Donc là-dessus, je sais qu'on a beaucoup de questions sur le sujet. Donc, il faut bien dissocier les choses. Et non, si vous êtes un fabricant de dispositifs de classe 1, on nous dit très régulièrement, j'ai le temps pour attribuer mon UDI. Pas du tout. En fait, à partir du moment où il s'agit d'un dispositif de classe 1, il est déjà sous règlement depuis le 26 mai 2021. Et à ce titre, il doit déjà se voir attribuer un UDI depuis cette époque. En revanche, le marquage de l'emballage n'est qu'en 2025 et s'il est réutilisable, ce sera 2027. Donc c'est un petit peu délicat en effet à intégrer, je vous l'accorde. Alors, on a vu la partie identification, capture. Le troisième pilier de GS1, c'est donc le partage. Alors, on va voir les différents types de partage de données et on va commencer par la partie réglementaire. Donc, EUDAMED, donc la base de données européenne pour les dispositifs médicaux, qui doit assurer en effet une meilleure traçabilité patient, du professionnel de santé, un accès simplifié à l'information avec énormément de choses qui seront disponibles pour le grand public. Donc, il va être nécessaire, quand vous êtes fabricant ou assembleur, c'est-à-dire que vous regroupez différents dispositifs dans un kit, dans un pack, il va donc falloir mettre en place une base de données pour pouvoir regrouper toutes les informations qui doivent être consolidées, qui doivent être agrégées, puis partager ces informations aux bases de données réglementaires. Il y a différentes manières de pouvoir le faire, de manière manuelle ou avec des outils ou des partenaires éditeurs de solutions informatiques pour pouvoir pousser les informations de la manière la plus simplifiée possible et la plus propre possible. Et ça, c'est très, très important parce que EUDAMED n'oublie aucune information qui a été enregistrée. On va superposer des informations. C'est très difficile de corriger les informations, d'où l'importance d'avoir en effet préparé ces informations le plus proprement possible. Donc, ça va être la chaîne que l'on va retrouver. Et jusqu'à la semaine dernière, nous avions un planning pour pouvoir charger les informations dans EUDAMED et il était annoncé jusque-là que le délai pour pouvoir enregistrer des dispositifs dans EUDAMED serait à deuxième trimestre 2026. Et là, c'est changé, donc depuis le week-end dernier. Et je vous affiche, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'info, ça va être une surprise. En effet, EUDAMED a proposé un nouveau brouillon de calendrier
pour le déploiement de DAMED et le caractère obligatoire pour renseigner les infos. Et si vous regardez, donc 2026 était prévu pour les dispositifs et on voit que le délai de remplissage de DAMED, d'enregistrement dans le DAMED des dispositifs est prévu en décalage à deuxième trimestre 2029. Donc ça nous laisse du temps. Le temps passe vite, mais ça laisse un petit peu de temps pour pouvoir structurer les informations et les intégrer dans la base de données EDAMED. Mais néanmoins, c'est quand même un gros travail de préparation. Enfin, pour ceux qui ont déjà commencé à renseigner des produits de manière volontaire, vous avez tout à fait le droit de renseigner vos dispositifs dans EDAMED de manière totalement volontaire aujourd'hui. Il y a encore des calages, il y a encore des débugages de l'outil, mais ça sera au plus tard à Q2 2029. Donc, ce qui laisse un petit peu de temps. Et là, vous voyez, donc ça vous sera partagé en fonction des différents modules, des 6 modules d'AMED. Il y a des délais qui changent un peu et on voit un décalage entre un caractère obligatoire au début, tout devait être à une date à partir du moment où tous les modules étaient fonctionnels. Il y aurait donc un calcul de 6 mois plus 18 mois pour la parution au journal officiel et le délai laissé aux fabricants pour renseigner la base. Et on voit qu'il y a eu un petit décalage, peut-être bienvenu ou pas. Quand vous êtes en bout de chaîne et que vous avez besoin de l'information, c'est important en effet de pouvoir y accéder le plus tôt possible sur les dispositifs. Voilà, je passe également là-dessus. Donc, juste en résumé, c'est pour qu'on soit bien aligné. L'important, ça va être en effet d'avoir correctement identifié les produits quand vous êtes un fabricant, marqué, encoder correctement les informations dans les codes barres pour pouvoir partager les informations. Donc, alors, il y a Eudamed et là maintenant, on va voir la partie échange entre vous, les acteurs depuis le fabricant jusqu'à l'établissement de santé, pour pouvoir les partager correctement. Donc, c'est là-dessus qu'on va maintenant se concentrer sur le partage. Donc, juste un petit rappel, donc on va identifier, on va pouvoir tracer les dispositifs tout au long de la chaîne dans le respect de la réglementation. Ça va permettre d'améliorer la gestion de stock et d'approvisionnement hein, parce qu'on a des standards qui sont déjà intégrés dans de nombreux systèmes d'information et du coup, ça permet plus facilement, je dirais, de pouvoir consolider les informations pour fiabiliser les échanges qui vont venir derrière. Voilà, donc je continue et on rentre dans cette fameuse donnée, toute la donnée qui va être échangée, donc avec Eudamed, bien évidemment, hein, on parle avec les autorités, donc il n'y a pas le choix, il faut s'assurer de la fiabilité des informations qui vont être communiquées, surtout qu'elles sont accessibles pour la plupart d'entre elles à tous, que vous soyez professionnel ou profane. Alors, je trouvais important de dire qu'en effet, au niveau des acteurs, on est tous concernés par l'échange de données. Vous êtes fabricant, vous devez consolider tout un tas d'infos pour les partager, assembleurs y compris. Le sous-traitant va être lié à un fabricant, un assembleur. Et là, il y a bien évidemment tout un tas d'exigences, d'obligations pour s'assurer de ce qui va être sous-traité. Les centrales d'achat et les distributeurs, bien sûr, qui, eux, vont récupérer l'information consolidée par les fabricants pour pouvoir les mettre à disposition des clients, donc établissements de santé et autres. Et établissements de santé, évidemment, vous devez, lorsque vous êtes en établissement de santé, récupérer une information la plus qualitative possible, agréger des informations qui peuvent provenir de plusieurs sources, parce que vous pouvez avoir des informations de différents types. Les offres de solutions, bien sûr, parce que eux vont permettre tous ces échanges et vont permettre de fiabiliser ces échanges, de simplifier dans certains cas les solutions pour échanger. Les autorités ont bien sûr un œil sur tout cela, et les fédérations, les sociétés savantes, toutes les associations qui sont là en support pour aider toute la chaîne à rendre tous ces échanges
peut-être un peu plus simple, ce qui n'est pas forcément gagné parce que on est sur des sujets complexes, mais au moins d'accompagner en effet tous les acteurs. Et je vous partage une petite diapositive qui avait été réalisée, non pas dans le monde de la santé, mais qui avait été réalisée par McKinsey en 2020 pour justement tous les échanges. On est dans du commerce, donc le commerce, c'est là qu'on a le plus grand volume d'échanges, bien évidemment. Et donc, ce qui est très important, ça va être de s'assurer qu'on gère la donnée, qu'il y ait une gouvernance de la donnée. Si vous êtes fabricant, vous devez avoir une information fiable qui va être partagée. Vous êtes distributeur ou centrale d'achat, vous devez vous assurer que les informations qu'on vous pousse, elles sont qualitatives, elles sont justes, elles sont mises à jour. Et c'est un énorme travail entre fabricants et centrales pour pouvoir s'assurer de la bonne information qui est communiquée et de la complétude. Et là-dessus, ça c'est un point que on discute très régulièrement dans nos groupes de travail avec tous les acteurs au niveau de GS1. Euh, la complétude des infos, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir. Avoir un maximum d'éléments qui vont permettre de mettre à disposition le plus d'informations possible pour se faciliter le quotidien du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Et là, vous voyez des chiffres assez alarmants sur le nombre d'échanges d'informations pour s'assurer que la donnée est juste, le nombre d'heures passées à pouvoir qualifier la donnée, corriger la donnée et diffuser la donnée. Et donc, voilà, je voulais juste vous afficher ça pour vous dire, c'est un sujet qui est dans tous les domaines d'activité et qui n'en est pas moins délicat dans le monde de la santé à partir du moment où on va sur des sujets de sécurité. Je surveille l'heure, on est bon. Donc, j'enchaîne à présent avec justement les outils. Donc, pour le partage de données. Donc, je voulais vous parler en effet d'une d'une action qui est menée par GS1 avec l'écosystème. Donc, vous voyez qu'on va aller travailler avec des établissements de santé, des industriels, des distributeurs, les régulateurs, tout ce qui va être éditeur de logiciels, des transporteurs, pour pour pouvoir travailler ensemble à comment s'échanger une information la plus qualitative possible, comment on peut progresser tous ensemble pour harmoniser nos pratiques, pour faciliter l'échange de données. Et ces travaux ont donné lieu depuis quelques années. Hein, ça avait été lancé par une centrale d'achat qui avait demandé à travailler plus spécifiquement tous les attendus de la réglementation européenne 2017-745 et la 746. Et donc, a été créée une fiche produit, un référentiel unique, donc validé avec un grand nombre d'acteurs pour pouvoir consolider les informations nécessaires dans un échange de données fiable, le plus qualitatif possible, avec des règles de gestion associées. Alors, aussi bien sur des informations de base sur un produit, ne serait-ce une description du produit, le nom du produit, et on sait combien c'est problématique dans les établissements de santé de retrouver des noms correctement intégrés dans les systèmes. On va utiliser toutes ces informations-là à géométrie variable, des infos marketing, des infos logistiques, des infos réglementaires, pour être mis à disposition depuis le fabricant ou le distributeur jusqu'à l'établissement de santé. Et donc, pour cela, on a besoin d'un identifiant, d'un standard de base qui va être le GTIN. Donc, le GTIN, c'est notre UDIDI dans le cadre des dispositifs médicaux. Donc, le Global Trade Item Number, c'est le fameux code à 13 chiffres que vous voyez au supermarché sur tous les produits que vous passez à la caisse. Et donc, ça va être un pivot. Il faut qu'il y ait des informations en effet pivot pour permettre de rendre unique l'information de la série d'attributs qui va être liée à un produit donné. Et donc, le fait d'avoir un modèle de données avec des règles, avec des formats associés, va permettre derrière d'automatiser les informations dans les systèmes d'information qui suivent notre fiche produit
pour permettre cette interopérabilité entre toutes les solutions qui vont être utilisées. On sait que vous n'avez pas un seul logiciel qui soit utilisé, quel que soit votre rôle d'opérateur dans la chaîne. Et donc, il était important en effet de consolider les informations, de parler d'une même voix pour identifier ce qui est, quand on parle de libeller produits, mais également quand on va avoir besoin d'informations concernant des méthodes de stérilisation ou est-ce que mon produit contient du latex. Et donc, à partir de là, il y a cette fiche produit qui a été diffusée et on y a adjoint un petit guide utilisateur pour aider tout le monde à comprendre ce que contient ce fichier Excel qui est assez lourd, qui est assez compliqué à lire, assez rébarbatif. Et donc, on y a adjoint un guide utilisateur. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de GS1. C'est accessible, que vous soyez adhérent ou non adhérent, c'est disponible pour tous sur le site de GS1. Vous aurez le lien euh, qui vous sera partagé. Et donc, sachez qu'actuellement, nous rouvrons ce groupe de travail autour de notre fiche produit dispositifs médicaux pour aborder le sujet de tout ce qui concerne la RSE, donc tout ce qui va être circularité, sustainability. On entend beaucoup ce terme, ce terme anglais actuellement. Donc, pour pouvoir travailler tous les sujets autour des données environnementales, en particulier tout ce qui concerne les emballages et ce qui est prévu dans les appels d'offres d'ores et déjà. Et donc, on rouvre notre groupe de travail. Donc, si vous êtes adhérent GS1, si vous êtes offreur, partenaire de GS1, vous êtes les bienvenus pour travailler sur ce sujet. N'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées. N'hésitez pas à vous connecter. Prochaine réunion le 17 novembre. Et Europharmat participe à ces travaux. Donc, notre fiche produit, donc on a notre code produit, le GTIN. On va avoir la fiche produit qui va consolider tout un tas d'infos. Toutes les informations, j'ai oublié de vous le préciser, ne sont pas obligatoires. Il y a une géométrie variable en fonction des données obligatoires, optionnelles ou des informations dépendantes les unes des autres. Et là, ça va être, on a édicté des règles qui sont assez souples parce qu'on ne peut pas tout rendre obligatoire, sinon les fiches ne pourront pas s'échanger correctement et ça sera beaucoup plus difficile de compiler toutes les informations qui sont attendues. Donc, il y a une géométrie variable et il y aura le projet de réviser justement tous ces attributs pour voir ceux qui deviennent effectivement obligatoires. Attendons de voir en effet quand tout un tas d'obligations seront imposées par le règlement européen. On a encore un petit peu de temps, on est dans cette phase de transition où on a encore des produits sous directive, on a des produits déjà sous règlement et il faut permettre aux produits sous directive qui n'avaient pas forcément systématiquement les mêmes obligations que les produits sous règlement de pouvoir coexister. Alors, un petit rappel concernant les échanges d'informations. On connaît tous notre bon vieux fichier Excel qui nous sauve dans bien des cas, mais qui est tout de même fragile parce que on a un fichier Excel qui peut être démultiplié en fonction de nos partenaires. Et à partir de là, certaines informations peuvent changer, sont plus difficiles à mettre à jour et on ne va pas forcément partager l'information la plus à jour avec tous nos partenaires. Donc, c'est un outil utile, c'est un moyen utile, mais non suffisant. Il y a aussi la possibilité d'avoir des catalogues électroniques. Alors, on a des systèmes, on appelle ça des PIM, des Product Information Management. On va avoir des catalogues électroniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va consolider de l'information et que derrière, on va mettre en place un lien pour communiquer entre deux partenaires pour pouvoir pousser une information ou récupérer une information. Donc ça va être une version digitalisée. Et puis, on va avoir une version qui est à la fois digitalisée et synchronisée. Et c'est le réseau GDSN qui est opéré par GS1, le Global Data Synchronization Network. Encore un anglicisme. Et je vais rentrer un petit peu plus dans ce détail juste après. Alors, je trouvais important de ressortir ce dessin qui a été réalisé par GS1 il y a déjà pas mal de temps pour vous montrer la complexité, en effet, des échanges, depuis le fournisseur de la matière première jusqu'à l'établissement de santé ou de l'hospitalisation à domicile, tout ce qui va concerner les EHPAD. Et tout au long de cette chaîne-là, il va falloir s'échanger des produits et s'échanger des informations.
Et donc, on va avoir besoin on va avoir des flux physiques et on va avoir des flux digitaux dématérialisés. Et donc, comment on va pouvoir orchestrer tout ça? Et donc, vous voyez, il y a différents outils, EPCIS, EDI et GDSN. Et donc, si on fait un petit regroupement concernant l'EDI et le PCIS, donc l'EDI, ça va être tous les échanges informatisés que je vais vous représenter juste après pour les événements de commande, facturation, paiement. Et dans la chaîne, on va s'échanger des messages, des transactions pour pousser une commande, pour pousser une facture, par exemple. Euh, donc ça va être le premier point. Le deuxième point va être le PCIS qui est déjà beaucoup utilisé dans le monde de la santé et ça va être de la gestion par événement. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, on pourrait y passer 1 heure, mais ça va être une base qui va être partagée entre des acteurs pour pouvoir s'échanger des données à chaque fois qu'il se passe un événement. On va savoir ce qui s'est passé, quand, où, dans quelles conditions, par qui, et on va pouvoir suivre quasiment en temps réel, grâce à ces outils, chacune des étapes du circuit d'un produit. C'est utilisé par exemple avec l'UNICEF dans un programme qui s'appelle Trust pour pouvoir gérer des circuits de médicaments dans des pays en développement, par exemple. Donc, on ne revient pas là-dessus, mais sachez que ça existe et c'est très présent dans le monde de la santé au niveau international. Et on va juste revenir sur l'EDI. Et donc, l'EDI, ça va être des flux d'informations entre un émetteur et un destinataire. Et les messages sont standardisés, donc il y a des standards pour pouvoir se pousser des messages avec la bonne information. Et un des premiers standards qui va être utilisé, ça va être notre GLN, le Global Location Number, qui va permettre d'identifier une organisation, qu'elle soit physique ou digitale, pour dire ben, c'est moi qui ai mis l'information et c'est toi qui vas recevoir l'information. Et donc, on va utiliser des GLN, par exemple. Et derrière, on va pouvoir passer des messages standardisés pour faire circuler toutes les informations qui doivent être partagées entre cet émetteur et le destinataire. Donc là, par exemple, ça peut être un fabricant ou un distributeur et un établissement. Je continue à aller toujours un petit peu vite. Donc ensuite, ce qui nous semblait intéressant de vous faire une première approche sur le Global Data Synchronization Network, le réseau GDSN qui est opéré par GS1. Et là, de quoi s'agit-il? On va avoir donc des fiches produits GS1 qui vont être consolidées par un fournisseur ou poussées par un distributeur, qui vont rentrer dans un catalogue et qui vont être échangées entre un émetteur et un destinataire qui vont avoir décidé de s'abonner pour se pousser de l'information. Alors, imaginez, vous êtes fabricant, vous avez un référentiel produit que vous souhaitez partager avec tous vos clients. Eh bien, vous allez donc pouvoir, grâce à ce réseau, partager l'info. Le jour où vous faites changer une information dans votre référentiel, l'information va être notifiée de manière synchronisée à tous les abonnés au service qui sont en lien avec ce fournisseur. Et c'est là que prend en effet l'ampleur et le côté vertueux de ce système GDSN, de cet outil GDSN, de ce réseau GDSN. Ça va être en effet de pouvoir synchroniser les informations qui vont être échangées pour avoir en permanence une information à jour et partagée à l'ensemble de ses abonnés. Et donc, ça nous semblait intéressant de vous le signaler. Et pour l'illustrer, les Pays-Bas ont mis en place un système pour la gestion des implants grâce à la GDSN. Donc, un fournisseur qui veut livrer un implant sur le marché hollandais va devoir enregistrer son dispositif auprès des autorités à l'aide du réseau GDSN et l'établissement de santé qui lui pose un implant va devoir également enregistrer cette base centralisée nationale à l'aide de la GDSN pour pouvoir avoir un enregistrement des actes. Donc voilà, c'est un outil qui est plutôt très utilisé. Et pour l'illustrer, vous voyez le nombre de fiches produits santé qui sont disponibles au niveau mondial. Alors là, ce sont des chiffres arrêtés à juillet. Donc on a plus de 5 600 000 fiches produits qui sont enregistrées
au niveau mondial qui sont disponibles par le réseau GDSN pour 71 000 GLN, donc des organisations qui sont identifiées avec ce standard de lieu. Donc, et on voit que ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. En un an et demi de temps, on voit la progression ininterrompue des enregistrements grâce à notre réseau GDSN. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la GDSN. La fiche produit peut être utilisée sans être connecté en GDSN. Ça permet d'avoir un référentiel qui peut être compatible à un moment donné. Et je vous partage avec cette diapositive-là une étude qu'avaient fait le RESA et le GAM et qui a été consolidée dans une publication. Et je vous mets le lien également. Donc, il y a un document qui a été réalisé avec GS1, RESA, GAM et l'offreur de solutions HGP où, en effet, la consolidation des infos en tant que centrale d'achat est laborieuse et longue pour pouvoir consolider des produits de manière classique avec des échanges de Excel et autres, alors qu'avec la GDSN, à partir du moment où un fabricant a déjà partagé son information, elle peut être partagée à d'autres partenaires beaucoup plus facilement et beaucoup plus instantanément. Pour aller plus loin, nous avons une publication qui va bientôt être publiée et qu'on sera ravis de partager avec l'ensemble d'entre vous. Donc, on est en train de rédiger justement une synthèse avec les facteurs clés de succès pour un partage de données efficient. Donc, ça va être de regrouper des informations quant à la qualité du contenu des fiches, comment on va pouvoir les utiliser en établissement de santé et comment optimiser en effet les échanges de données avec la GDSN, mais pas que. On va aborder aussi, on essaye de repréciser des termes, des définitions sur tout ce qui peut concerner en effet l'échange de données. Là, vous voyez le nom des organisations qui ont participé à la rédaction de ce document qu'on espère publier avant la fin de l'année. Merci à elle et vous voyez qu'Eurofarmat en fait partie. Il y a également des vidéos. Alors, je voudrais juste ne pas les lancer. Vous aurez le lien également pour mieux comprendre de manière illustrée, en effet, les échanges concernant comment dire, l'utilisation des standards dans tous les échanges. Donc ça vous sera également mis à disposition. Ce sont des petites vidéos très rapides. Elles sont sous-titrées en français. Elles ont été créées par notre organisation GS1 Healthcare. Enfin, les interlocuteurs pour vous accompagner. Donc, nous avons des experts pour vous accompagner, pour pouvoir vous former, pour pouvoir avoir des conseils pour la mise en œuvre de vos projets, pour pouvoir vérifier vos codes barres. Donc, on a un laboratoire chez GS1 France pour pouvoir tester vos codes et s'assurer qu'ils sont bien conformes. Certains fabricants nous demandent des certificats de conformité à partager avec leurs partenaires. Donc, nous sommes là pour vous aider. Vous aurez également les liens. Et puis, tout notre réseau d'offreurs de solutions, partenaires, fabricants de matériel. Il y a 230 entreprises qui s'engagent à respecter les standards GS1 dans toutes les solutions qu'ils vont pouvoir déployer avec vous tous. Donc, vous avez des liens pour pouvoir les retrouver. Et puis, dans l'équipe santé, nous avons Aurélie Escobar, qui est responsable de plusieurs filières, santé, cosmétique, tout ce qui est industrie technique. Et pour ma part, donc, je suis votre interlocutrice pour tous les sujets santé et notre service adhérent qui est là pour répondre à des questions ou réorienter vos besoins. Donc, on va avoir quelques questions et puis on aura également un petit sondage qui est mis en place par Eurofarmat pour pouvoir, ça y est, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Nous avons besoin de votre avis pour pouvoir faire mieux pour les prochaines sessions. Et puis, si vous en êtes d'accord, je vous propose une petite séance de questions. Alors, Dominique et Agnès Eurofarmat m'ont précisé qu'on pouvait éventuellement un tout petit peu déborder parce que j'ai pris un petit peu de temps. Mais voilà, donc si vous en avez la possibilité, ce sera avec plaisir que je resterai connectée avec vous un petit peu plus longtemps. Alors là, je vois que j'ai une question. Bonjour, où peut-on trouver la norme GS1 pour comprendre les différentes clés, les séparateurs non imprimables attendus afin de trouver d'où vient le problème lorsque le code barre de l'IUD ne
passe pas et c'est récurrent en réception des DMI, merci. Alors, c'est une super question parce que justement, c'est ce qui m'a beaucoup animée il y a 15 jours pendant les journées Europharmat en discutant avec tous les fabricants. Et nous avons sur le site de GS1, nous avons un référentiel de tous les standards assez laborieux et nous avons également un guide pas à pas pour pouvoir gérer toutes ces problématiques. Et puis, il y a notre support qui peut vous aider également à vous en assurer. Alors, Valérie Viochati, je ne sais pas si vous êtes d'un établissement de santé ou chez un fabricant, mais je sais qu'il y a également un travail à faire avec donc les fabricants et avec les offreurs pour vous faciliter en effet la reconnaissance des codes barres et même dans le cas où il y a un défaut d'encodage. Donc, il y a un vrai travail. Je sais que Euroformat est très sensible à tous ces sujets-là. Il y a également la DGOS qui travaille sur ce sujet-là et on doit vraiment aller vers une montée en compétences, en effet, sur tout ce qui concerne l'encodage. Et c'est une des missions que je me suis fixée pour aider tous les fabricants à correctement encoder. Mais également, au niveau établissement de santé, il faut également s'assurer que les scans, les logiciels soient également bien formatés pour pouvoir lire correctement les codes. On a fait une intervention à Santexpo en mai dernier avec le centre hospitalier d'Argenteuil, Victor Dupuis. Et en effet, une des choses qu'a présenté la pharmacienne de ce centre hospitalier, c'était que dans ce même établissement, on pouvait avoir des scans qui ne lisaient pas de la même manière un même code barre. Et là-dessus, il y a vraiment une montée en compétences et une éducation et une fiabilisation de tous les outils. Alors, existe-t-il des applications qui permettent de lire le data matrix? Oui, tout à fait. Vous avez des scans sur les Apple Store ou les Google Play pour pouvoir lire les data matrix. N'hésitez pas à en tester plusieurs. Vous pourrez lire si la séquence est là. Et puis, GS1 Healthcare Hongrie a une application qui s'appelle GS1 Healthcare Barcode Scanner, mais il faut vérifier si tout le monde peut y avoir accès. Je sais que les adhérents de GS1 y ont accès. Je ne sais pas si les autres le peuvent, mais vous avez certaines applis qui vous permettent de vérifier si vous arrivez à décoder. Mais derrière, parfois, il faut en effet utiliser des outils plus professionnels que cela. Ah, Valérie, vous êtes d'un établissement de santé. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour qu'on puisse en effet monter en compétence sur tout ce qui va être lecture avec des symboles, des codes barres qui soient correctement embarqués. Et je pense que ça peut être l'objet d'un sujet. Je voudrais essayer de faire un petit bêtisier autour de ce qu'on a pu rencontrer sur des soucis d'encodage. Les informations de base peuvent être bonnes, mais pas bien encodées, ce qui vient entraîner tout un tas de soucis. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je n'en vois pas arriver. Je ne vois pas d'autres questions. Dominique, Agnès, si c'est bon pour vous, Oui, je crois qu'il c'est c'est que bon. c'était super clair. Enfin, sachez que de toute façon, vous aurez la présentation et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous solliciter. On fera tout notre possible, en effet, pour vous aider. S'il y a besoin de former également sur l'UDI ou sur des discussions avec des offreurs et autres, nous sommes là à votre disposition pour vous accompagner. J'ai remis sur les questions-réponses, Laurence, l'adresse pour les signalements de problèmes rencontrés Ah, lors de super. réception. Donc, c'est en majuscule DGOS, tiré du 6, IUD en majuscule, arrobase, sant.gouv.fr. Oui, et puis on va essayer de voir comment on peut mieux accompagner. Le standard
ce n'est pas facile. Il y a une dimension technique qui est très forte et là-dessus, en effet, on doit tous progresser dans GS1 sur la manière dont on passe les informations aux fabricants, on passe les informations à toute la chaîne distribution et établissement de santé. Et ça va être c'est mon cheval de bataille en fait au quotidien, mais je pense qu'on peut mieux faire pour rendre nos standards aussi plus intelligibles, plus faciles à mettre en œuvre. Bien, si vous en êtes d'accord, on va arrêter cette session. Merci, un grand merci à Euroformat à nouveau pour l'organisation et puis merci à vous tous d'avoir participé à cette session puis au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Merci, Laurence. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Peut-être Agnès, tu peux donner le résultat du sondage Ah, à Laurence. moi je veux bien. Alors, très satisfaisant, 48%, satisfaisant, 50% et 2% moyennement satisfaisant. Voilà. Ah, alors à disposition des moyennement satisfaisants, si vous avez des questions pour vous accompagner, je suis tout à fait preneuse de votre retour pour que on puisse s'améliorer pour une prochaine fois. Et merci aux satisfaisants et très satisfaisants également. Et je vous dis à bientôt. Question d'un spectateur anonyme où il pourrait. Au revoir. À bientôt, au revoir. Ça a été répondu. Ça a été répondu? Oui. Au revoir. Au revoir.